Alors, j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes chercheurs. Je pense qu'on peut dire que vous êtes encore bien jeunes. Pour le moment, oui. Relativement. Alors, chercheurs, d'ailleurs, pas forcément au sens universitaire du terme, quoique vous ayez l'un et l'autre votre parcours de formation classique, d'une certaine manière, Oui, en recherche. philosophie, et puis en ce qui concerne Elisa aussi en psychothérapie, en Oui. psychopathologie, oui, il y a une petite différence. Et j'aimerais donc que chacun d'entre vous explique comment il en est venu à devenir un chercheur, pas au sens fonctionnel du terme, mais au sens de quête, je pense on peut le dire, de sens. Derrière ce sens, il y a peut-être l'idée d'une transcendantalité quelque part, puisque c'est le thème de cette année. On commence par Elisa, on commence par Romuald. Ouais, alors moi, c'est Romuald Bidot. Je suis professeur de philosophie dans le secondaire, donc au lycée, essentiellement avec des élèves de terminale. Et donc j'ai une formation de philosophie, un master de philosophie. J'ai fait un mémoire de philosophie quand j'étais étudiant sur Henri Bergson. Ça parlait beaucoup de métaphysique et de transcendance, des sujets sur lesquels on va revenir très bientôt. Oui, parce que vous étiez tous les deux dans la même université, Et il faut on le était tous préciser. les deux, effectivement, dans la Pas même... dans les mêmes promotions, parce que Romuald a 2 ans de plus que moi. je Mais suis- on travaillait ensemble et c'était notamment mon tuteur en philosophie. D'accord. Donc il À m'aidait Caen. à faire mes dissertations. l'université de Caen. Tout à fait, à l'université l'université de de Caen. Caen, ouais. Voilà. Et moi, je suis resté en Normandie, je travaille dans l'Orne à Alençon, au lycée. Et c'est un très beau métier, vraiment, qui permet d'allier cet aspect de recherche personnelle à un aspect professionnel, même si c'est quand même deux choses très différentes. Bon, maintenant que je suis lancé, peut-être je peux du coup Oui, tout à passer fait, oui. sur le parcours. En fait, moi, dès le début de mes études de philosophie, je suis sorti des sentiers battus de ce que l'on faisait Oui, étudier. c'est vrai. Alors, il y avait effectivement les choses passionnantes, les bases, Platon, Aristote, Descartes, Kant. Mais très vite, j'ai vu qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dont on ne parlait pas forcément dans les cours. Notamment des choses qui sont en lien avec la mystique, la quête spirituelle. C'était La pas vie des- psychique aussi. Psychique, Ouais. bien sûr, ouais, toutes ces choses-là. Ouais. Et très vite, je me suis retrouvé à sortir des sentiers battus, à aller vers des auteurs. Non, la vie psychique, Oui. tu t'y intéressais pas totalement. D'ailleurs, tu Ah, reniais l'inconscient. Non, je ne fais jamais renier l'inconscient. Mais... Si, il m'a dit. Non, mais moi, j'ai plus d'inconscient. Non, en fait, il est vrai que ma Parce que quête t'étais était... fan de Schopenhauer. Non, mais il est vrai, tu as raison sur un point, que ma quête était plus métaphysique Et spirituel que et, psychique. que psychique. C'est-à-dire, il y a même un moment, peut-être, quand je faisais de la métaphysique, j'ai délaissé l'être humain. Peut-être, oui. Je me suis centré vraiment sur l'univers, comprendre pourquoi, est-ce que c'est les questions qui me travaillaient. Et t'es passé vraiment par les livres. Oui. Et puis t'es passé à côté du corps aussi. Oui, enfin, il y a toute une série de thématiques où, effectivement, j'étais peut-être trop dans certaines choses abstraites, chercher la cause, le sens de l'univers, que peut-être j'ai un peu peut-être délaissé l'aspect... Après, il n'y a pas de culpabilité à avoir. En fait, Non, il y a, t'es il y a- parti il y a du des haut pour voies. aller Ce vers qui est important, le- c'est d'engager quelque Bien chose, sûr, un chemin, et en fonction aussi de son type psychologique, comme dirait Jung, exactement. on va plutôt vers les livres ou plutôt vers quelque chose qui est plus physique. Pourquoi j'ai fait de la philosophie, et c'est toujours le cas maintenant, je me suis dit, ce monde, cette vie, c'est un mystère. Je veux élucider le grand mystère. Alors peut-être c'est prétentieux de vouloir élucider, peut-être qu'il n'y a pas de réponse, mais moi c'était ça, je le ressentais viscéralement en moi, je veux comprendre, élucider C'est viscéral, ouais. ce grand mystère. Ouais. Ouais. C'est une aspiration humaine de toute C'est façon. une inspiration humaine. Et elle m'a jamais quitté puisque après les études, en fait, je fais un peu de la recherche dans mon coin. Moi, je le dis souvent comme ça. C'est-à-dire, je suis pas dans les structures fonctionnelles, comme tu disais, universitaires. Ça m'a jamais trop intéressé, la recherche universitaire pour différentes raisons. Mais je fais quand même de la recherche. Je passe mon temps à aller voir des textes, à lire et puis à écrire. Ah, c'est Enfin, ça, oui, ce que tu l'écris. Donc il y a une Oui. dimension opérative. j'ai commencé en fait alors il n'y a que le premier tome pour l'instant, j'ai commencé une trilogie de livres philosophiques qui s'appelle Le Monde comme épopée et comme théogonie. Donc, D'accord, un ouais, petit c'est un programme, vaste programme. Oui. En fait, si vous voulez, c'est... Très théardien d'ailleurs, d'une certaine façon. Oui, bien sûr, On va en parler Teilhard après. est une de mes sources d'inspiration principale, bien sûr. Mais l'idée, c'est de proposer un système, ce qui, effectivement, à chaque fois, moi je le dis, se fait sans prétention. Parce que dire je vais proposer un système philosophique pour expliquer le monde et la vie, ça peut paraître horriblement prétentieux. Mais moi, c'est en toute humilité, au Tu sens... proposes. Exactement. C'est une Oui, proposition. Exactement. oui. En fait, moi je dis toujours, ma pensée, je ne l'impose pas, je la propose. Le mot est très juste. C'est une proposition de lecture du monde. Oui. de Et puis lecture c'est du ton monde. déploiement à toi, c'est-à-dire que Ouais. par cette écriture, tu déploies aussi, alors peut-être pas un système, mais justement une pensée qui Mhm. prend corps
Mm. Et donc, tu déploies ton être un peu suivant le principe de l'entéléchie. Et à un Ouais. moment donné, il faut œuvrer Oui, oui. pour Mais permettre le t'es déploiement. poète d'ailleurs. Sorti un recueil de poésie qui D'accord? s'appelle Dimension aussi Le poétique. Sourire de l'absolu. D'accord? Et effectivement, j'ai toujours été un peu sur ces deux modes d'écriture, donc l'écriture rationnelle, philosophique, conceptuelle, et une écriture plus poétique. D'accord. Et dans les deux, on retrouve aussi du mystique. Il y a des élans mystiques dans ma poésie, mais aussi quand je fais de la philosophie, il y a des moments où on transcende le concept pour aller vers des choses. Ouais. Donc, tu seras dans ton élément au festival. Oh oui. Et t'amèneras, Je pense qu'il va être dans tes son livres. élément. Bien sûr, bah, ouais, oui, 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 avec grand qu'on puisse, plaisir. Moi, j'ai commencé mon parcours de chercheuse avec la philosophie. J'ai fait ma licence et mon master de philosophie à Caen et Romuald était mon tuteur et donc j'ai été très vite happée par la métaphysique également. Mais je suis pas allée, je pense, aussi loin. Je suis pas allée jusqu'à la transcendance. J'étais très rapidement quand même récupérée par l'empirisme. Mais tout ça, c'est par Jung parce que j'ai vraiment découvert et développé mon parcours philosophique à travers l'œuvre de Jung. C'était vraiment fondamental, en tout cas jusqu'à mon master 1. parce que la vie psychique chez toi était très forte. Oui, j'ai eu un passage à la vie adulte, pas compliqué mais mouvementé, avec un bouleversement de la vie psychique, un passage, voilà, le passage de l'adolescence à la vie adulte. Et je me suis retrouvée dans des auteurs, principalement Jung, qui m'a tout de suite... Jung a été un lumineux par sa philosophie, parce que c'est vrai que Jung était, on verra, mais Jung était psychiatre et analyste des profondeurs, mais il est aussi, je pense, un penseur et un philosophe, on peut le dire clairement, surtout le Jung des années 40-50, là on pourra vraiment parler même de penseur mystique, je pense, Oui, tout à fait. clairement. Oui. Là il est passé dans la métaphysique, mais moi je vais Et plutôt toute sa parler... réflexion sur l'alchimie, la gnose. Oui, voilà, ça, là, quand il nous parlera du plérome, tout ça, Et puis l'Aion, le dernier oui, livre c'est ça. aussi, qui est Ça, du profondément grand mystique. tout, mais moi je parlerai quand même d'une encore un petit peu plus jeune, celui qui s'arrête à l'inconscient collectif qui a mené à sa rupture avec Freud. L'inconscient collectif, la notion des archétypes qui est majeure chez Jung, concept fondamental. Et finalement, ce que c'est que le processus d'individuation qui, je pense, est une voie d'accès à ce qu'on peut appeler la transcendance. Je ne sais pas si moi, je suis amenée à transcender, mais en tout cas, je suis d'accord qu'on doit poursuivre une sorte de processus. Un mouvement psychique, en tout cas, mais peut-être pas jusqu'à une transcendance, mais au moins un mouvement psychique. C'est Teilhard de Chardin qui parle de l'avènement de l'intérieur, c'est-à-dire tout Oui. déploiement Oui, de mais moi, je l'être. penserais même à Bergson qui nous parle d'élan vital et c'est lui qui fait Oui, c'est naître ça, oui. Oui, c'est la vie qui se le mouvement. déploie. La pensée et le La mouvement. pensée et le En fait, mouvement. moi, ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, et d'ailleurs on trouve ça chez Bergson aussi, c'est que tu as toujours voulu quand même avoir une accroche empirique, ne pas partir Oui, moi trop je veux dans les rester quand même les pieds sur conceptualisations. terre et j'y tiens. Oui, je puis travaille en plus. c'est ton histoire aussi, ta voix. C'est-à-dire que toi, tu es parti du phénomène Oui, moi je suis psychique. partie du corps. Moi, Que je tu as suis essayé partie d'après du de corps. comprendre, d'intégrer, et tu as C'est eu ça. C'est comme ça que des j'ai initiateurs connu, ou c'est des... comme ça que j'ai connu Jung, c'est que j'ai eu des problèmes d'ordre physique, donc de l'ordre du corps. Et là, j'ai découvert la philosophie en terminale, en première. J'ai découvert les problèmes de somatisation avec Freud, donc le fait de passer des perturbateurs psychiques, enfin des perturbateurs psychologiques dans le corps, c'est le fait de somatiser. Et alors moi je me suis directement intéressée du coup à la psychanalyse avec Freud, et c'est là que j'ai tout de suite été orientée vers Jung. Je pense qu'il y a deux façons de penser et d'aller vers la transcendance. Oui, pour c'est être ça, sur je suis notre thème. perdue. Soit tu pars directement de la transcendance des premiers principes, et à partir de là, tu essaies de comprendre le monde, l'homme, comment ces choses-là peuvent s'y raccrocher. Soit tu pars de l'expérience très concrète, Oui. phénoménologique du corps. Oui, moi j'ai besoin de partir des choses, de les revoir, Après, de les redéfinir. on peut anticiper aussi le point haut, mais on part tous du fond de la caverne. Oui. Actuellement, donc, comment s'engage ta voix? En fait, la psychanalyse me permet d'engager des processus, mais des dynamismes psychiques, de réflexion et un peu métaphysique.
Et la psychopathologie me permet de garder les pieds sur terre avec du réel. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour aider Ton quand parcours se dirige aussi dans le sens d'apporter du soin. Et c'est là que moi j'ai trouvé mon mystère. C'est le mystère du sujet tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est quoi cet inconscient qu'on a et qu'on peut même pas voir au scanner? Si on enchaîne sur Teilhard de Chardin, parce que lui parle de nous-genèse, la genèse du nous, de l'esprit. Pas toujours évidente, cette genèse et ce fleurissement, ça semble plus souvent rater que réussir. Alors oui, Pierre Teilhard de Chardin, qui est né en 1881 et qui est mort en 1955, le jour de Pâques d'ailleurs, il en a parce que donc c'était un prêtre jésuite, c'était un prêtre jésuite, et en même temps il était paléontologue. Donc ça c'est déjà un paramétrage qui est assez spécial. Il avait cette double casquette du religieux prêtre et du scientifique qui s'intéressait à l'évolution. Donc on avait vraiment cette double casquette faisant que le Teilhard, son questionnement, ça a toujours été de savoir comment je peux relier ma foi, qui était très profonde, et au darwinisme, à l'évolution darwinienne, et à ce que nous dit la science de manière générale sur le fonctionnement de l'univers. Ouais. Et puis son arrière-plan aussi néo-platonicien quand même. Teilhard, c'est une pensée, tu parlais tout à l'heure de nous-genèse, c'est une pensée qui ne se pense que dans le mouvement. Je dirais, c'est peut-être, il y a des choses peut-être oui qui viennent de Platon, de plein de choses traditionnelles, mais il y a en plus le passage de la modernité, c'est-à-dire de l'évolution du mouvement, de l'histoire. La grande idée, une des grandes idées modernes, c'est le progrès, l'idée de progrès. L'univers chez Teilhard, c'est une évolution, donc l'univers, la vie, le darwinisme, mais tout ça converge vers l'esprit, vers le psychique. L'univers est là pour faire émerger de l'esprit, de la conscience, du psychique. Et ce que Teilhard appelle la noosphère ou noosphère, ça dépend comment on le prononce, donc le nous, l'intellect, la sphère de l'intellect, il nous dit en fait que la Terre, elle est faite d'une biosphère, toute la sphère du vivant, mais il y a maintenant par-dessus une noosphère, qui est une sphère de l'intellect, c'est-à-dire nous tous les êtres humains, de manière collective, on fait émerger sur Terre un psychisme supérieur. Et là, on est vraiment au cœur de la pensée de Teilhard, à partir du moment où on dit l'univers, donc il évolue, il converge vers l'esprit, et c'est par l'action de l'homme, par le phénomène humain. C'est le titre d'un des... Peut-être le livre le plus... qui est ici le livre le plus célèbre de Teilhard de Chardin. Très, très important pour synthétiser sa pensée. C'est la synthèse de Teilhard de Chardin. Et dans ce livre-là, Teilhard nous montre bien que, en fait, l'homme, il a un rôle central dans cette cosmogénèse. C'est-à-dire que l'univers, Teilhard le dit tout le temps, il n'est pas fini. C'est pas Dieu a créé l'univers. Alors, si on prend les dates actuelles, il y a environ 13 milliards d'années. C'est l'univers qui doit faire émerger un esprit. Il est toujours en gestation. Et l'homme... planétarise, c'est le mot qu'il utilise. Exactement. La Terre, parce que là, on est dans des idéologies où on a peur pour la planète. En fait, on ne devrait pas avoir peur pour la planète, on devrait se recentrer et participer collectivement à un déploiement de l'esprit, parce que en fait, la planète, elle sera en danger si les humains se détériorent psychiquement, individuellement, et surtout l'aspect collectif, c'est très important. Ça, c'est un des grands apports. La concentration énergétique des consciences. Exactement, il y a une convergence. L'idée de Teilhard, c'est que l'univers, il monte, vraiment c'est un terme qui dit, il monte, il progresse vers la conscience, mais aussi vers l'unité. C'est une convergence. En fait, l'univers peut être représenté de manière pyramidale. L'univers converge à partir d'une matière très dispersée, assez chaotique. Il converge vers des structures de plus en plus complexes, de plus en plus unifiées. Et à un moment donné, on a l'homme qui apparaît, qui est en tout cas dans l'univers connu, un des êtres les plus complexes qui soit. Quand tu parles de psychologie, de psychique, tu parles souvent de la personne, du sujet. Une personne humaine, c'est un objet entre guillemets, d'une complexité incroyable. Teilhard était fasciné par ça. Une personne dans l'univers, c'est un des objets les plus complexes. C'est fascinant, une personne. Oui, c'est pour ça que le phénomène humain, pour lui, c'est le phénomène presque ultime dans le processus, avec l'idée que ce phénomène-là, humain, il est relié consciemment avec le principe qu'à l'origine de toute la dynamique, qu'il appelle le centre. Donc, en l'humain, il y a un centre, et l'humain a cette capacité de conscientiser son centre. Et là, on rejoint le soi de Jung, et il y a une expression qui revient souvent chez Teilhard de Chardin, c'est l'idée que
ce centre en soi, il est relié au centre avec un C Bien majuscule, sûr. Oui. qu'il a nommé d'ailleurs le point oméga, Ah, mais le le point point oméga, oméga. en fait, c'est un peu le... Le C'est ce point que j'allais oméga. c'est ce que j'allais dire, j'allais répondre, tu parles de la noosphère, mais est-ce que c'est pas finalement l'inconscient Si, collectif? si, bien sûr. C'est une manière, c'est une C'est manière un peu plus métaphysique de parler de cette sorte de mémoire collective en fait, qui oui, s'est créée de de sphère manière... psychique collective. Par rapport à la planétisation, parce que ça c'est important, effectivement, le terme que tu évoquais. Teilhard a vu beaucoup de choses, hein. C'était un visionnaire. C'est-à-dire que donc, il est décédé, hein, comme je le disais, en 1955, mais il a vu, en fait, le monde actuel d'aujourd'hui ne l'étonnerait pas du tout. Il a vu venir Internet, il a vu venir, lui, planétisation, il parlait de la mondialisation, en fait, c'était son mot. Mais il disait l'être humain, l'humanité va être de plus en plus connectée dans une sphère de pensée et ça passera aussi par des technologies. Il faut que ça passe par le spirituel en premier lieu, bien évidemment. Mais il disait ça passera aussi par des technologies. Et il y a des textes de Teilhard qu'on peut lire où on a l'impression qu'il y avait déjà Internet, en fait. C'est un grand visionnaire. Et en fait, l'homme, comme tu le disais, est l'étape ultime de l'évolution à l'heure actuelle. Mais l'homme doit faire émerger quelque chose de supérieur, une conscience collective. Une conscience collective, effectivement, supérieure, en fait. Et là, c'est là où on arrive au point oméga, hein, qui, chez Teilhard de Chardin, mais je vais peut-être pas développer ça Non. tout de suite, on va alterner les questions, Mhm. mais qui est le point d'aboutissement ultime Ouais, de ouais, l'homme ouais. et de l'univers. Après, ce sur quoi on peut terminer, parce qu'on a déjà dit pas mal de choses, Mm. c'est pourquoi ça rate en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il serait surpris de voir que, en effet, il y a eu déploiement d'un système de communication Mm. et d'une ramification des échanges, mais qui forme plutôt une espèce de bouclier qui fait Oui, que oui. la Terre s'enferme sur elle-même Ouais. et qu'on ne perce pas et qu'on ne relie pas la Terre au ciel comme il Bien était sûr. prévu que ce soit si les choses se passaient bien. Il a beaucoup réfléchi à la question du mal. On l'accusait, entre guillemets, d'être parfois trop optimiste. On disait, mais c'est beaucoup trop optimiste, votre pensée, vous avez une foi en l'homme. Et après la Seconde Guerre mondiale, bon, l'idée de progrès, elle a quand même un petit peu, progrès généralisé de l'humanité, elle a un petit peu reculé, mais Teilhard, lui, a toujours été dans cette idée-là. Et il disait, mais justement, l'univers a été créé, il a été tiré du néant dans un état d'imperfection. On ne vient pas de la perfection. Alors ça posait beaucoup de problèmes sur la question du péché originel, ce genre de choses. Mais on est dans un univers qui évolue, qui va d'un état d'imperfection et de chaos vers l'ordre. C'est une remontée vers Ah, le principe. parce que- Mais on est en Genèse. ouais, ouais, On n'est ouais, pas achevé. ouais, ouais. Ah Donc, oui, complètement. évidemment qu'il y a Ouais, du ouais, mal, ouais, ouais. du désordre. Ouais. Teilhard dit un univers qui évolue et des hommes qui Et évoluent. puis c'est une évolution avec des étapes négatives, Bien c'est-à-dire sûr. on retourne en arrière, on fait un Oui. pas en Oui, avant, c'est on pas- fait entropie, un pas en négantropie. arrière. Voilà, il n'y avait pas encore le mot à l'époque négantropie, il y avait l'entropie, le second principe de la thermodynamique, Mhm. donc un système physique, enfin c'est très précis, mais si on simplifie, tend au bout d'un moment vers un certain désordre. Bon, en réalité c'est beaucoup plus complexe, mais donc cette idée que la matière va vers l'entropie, vers la désorganisation, et en même temps, et aujourd'hui des scientifiques en parlent, on a la négantropie. Le fait que la vie, effectivement, elle, à l'inverse, elle monte vers la complexité, vers l'organisation. Et donc il y a une forme presque de lutte cosmique, hein, entre ces forces, hein. Donc Teilhard dirait que pourquoi aujourd'hui ça a échoué, enfin échoué, ça n'a pas encore échoué, mais pourquoi aujourd'hui finalement Internet n'a pas encore donné ce qu'on aurait pu espérer, ou pourquoi on n'a pas encore, pourquoi on ne se tourne pas vers cette transcendance. Eh bien, il dirait que c'est un phénomène d'entropie. Et c'est ce que tu disais, on a besoin de crise parfois pour... Oui, Ouais. bien sûr, mais de toute On va façon, finir avec toi d'ailleurs, Elisa. J'aurais tendance à répondre par les pulsions. L'homme est complexe, donc ça serait la pulsion de vie contre la pulsion de mort, que Jung a travaillé avec Freud d'ailleurs. Parce que c'est pas deux formes de la manifestation de l'esprit. On est les deux, et de toute façon, la pulsion de vie ne peut pas être sans la pulsion de mort, et inversement. Il y a toujours une part de l'un dans l'autre, et c'est pour ça que Jung dit, quand on veut, quand déjà on a pris conscience qu'il y a un inconscient, et quand on a envie d'entamer ce processus d'individuation pour tendre vers son véritable centre, c'est-à-dire autre chose que le moi rationnel, autre chose que le moi conscient, quand on a envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est inconscient, donc réunir le conscient et l'inconscient, aller vers son véritable centre qui est le soi. Alors, est-ce qu'on veut... Non, ça s'impose d'abord à nous, à travers des symboles, à travers les rêves, à travers des lapsus. Ça s'impose. C'est une force beaucoup plus puissante que la simple conscience. C'est vraiment ça s'impose, hein. Voilà, et c'est à nous de choisir si on veut suivre ce processus, ce travail. Il se déploie dans plusieurs dimensions
Et dans cette dimension, on va trouver l'acceptation de son ombre. C'est-à-dire que pour aller vers son véritable centre, il va falloir accepter qu'on a une part de nous, ce qui est mauvais, ce Ou qu'on mal n'entend pas. éclairé, peut-être plutôt. C'est la partie qu'on aime le moins de nous. C'est ce qu'on veut pas voir. C'est ce qu'on pourrait appeler la pulsion de mort. Ça va être l'autodestruction, la destruction des autres, la violence, l'agressivité, Ouais. ce genre de choses. Oui, mais qui sont appelées est-ce que ça, mauvaises. c'est pas aussi finalement des poussées de l'esprit, mais qui seraient occultées et donc occultes? Dans le patrimoine, c'est- par c'est exemple, on trouve une refoulé. image qui est très intéressante et un jeu de mots avec le mot nous. L'anagramme de nous, c'est onos, et l'onos, c'est l'âne. Donc l'esprit qui n'est pas ordonné, qui n'est pas orienté, produit la stupidité incarnée par l'âne, l'entêtement, donc l'hubris. Il incarne aussi la lubricité. Mais il y a l'idée que c'est juste un mauvais aiguillage ou un état archaïque de l'esprit. Et d'ailleurs, dans les contes, les ânes peuvent potentiellement conchier des pièces d'or. C'est-à-dire que le plomb, il peut être transformé Oui, en mais or. généralement, il faut passer par l'âne. Mm. C'est Pinocchio qui passe par l'âne, tous ses copains deviennent des ânes, et c'est comme ça qu'après, il se retrouve dans le ventre de la baleine, parce qu'il va se confronter à son ombre dans l'antre de la baleine, et finalement, il retrouve son père. Je trouve que cette histoire, elle est quand même assez éclairante. Et il faut passer par l'âne. Et après vient le moment de la confrontation. Est-ce qu'on accepte de se confronter à cette part d'ombre, à cette pulsion de mort? Et l'acceptation de toute cette complexité nous amène donc à un travail qu'on voit en analyse. Oui, si on veut finir avec Teilhard de Chardin, c'est l'idée que tout événement est événement de l'intérieur et événement de ce centre en nous qui est un centre du centre. Oui, l'idée de Teilhard, c'est qu'effectivement, on doit se centrer. Le terme de centre est très central chez le philosophe. On doit se centrer sur soi-même, donc effectivement faire un travail psychique presque d'individuation, mais surtout se centrer sur le centre des centres, qui est le point oméga. Le point oméga, c'est le point d'aboutissement de la grande convergence de l'homme, de l'univers. C'est le point où finalement l'homme et l'univers vont rejoindre Dieu, vont fusionner en quelque sorte, ou s'épouser, si on pouvait prendre une autre image. Mais ça, c'est possible que par l'action humaine et par l'action que l'homme spirituel, l'action spirituelle que l'homme va faire, de effectivement toucher son propre centre par un parcours spirituel, afin de se relier au centre des centres. Comment on le trouve ce centre? Où il est, là, comment on peut éventuellement se connecter à lui? L'analyse, c'est un bon début pour apprendre à se connaître. C'est une voie. C'est une des voies. Ça peut être une analyse qui nous confronte seulement à nos rêves. Après, notre cher Jung, lui, s'est aussi intéressé à l'alchimie, un travail de la symbolique, c'est s'activer aussi. En fait, ce processus d'individuation, c'est quelque chose de dynamique, comme tu disais. On est passé dans une pensée du mouvement. Tu parlais de s'activer, il y a un livre de Teilhard de Chardin qui s'appelle L'activation de l'énergie. Le centre où il est partout. Ou en tout cas, ce qui émane du centre, c'est partout. Le centre, déjà, premièrement, il est en nous. On peut le trouver aussi bien dans la contemplation intérieure. Par contemplation, j'entends ce sens au mot un peu plus traditionnel de travail, d'exploration intérieure. Oui, c'est ça, c'est bien contemplation. Contemplation, aussi bien par la J'aime bien contemplation le mot extérieure. labeur aussi, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. On traverse des zones d'ombre C'est plus de turbulence. des épreuves à affronter, initiatiques en quelque sorte, que une contemplation béate. Mais il y a des moments de contemplation. Bien sûr. Et fort heureusement. Et on peut aussi le trouver à l'extérieur de soi, se relier au monde, s'harmoniser avec le monde, avec la nature, avec les autres. C'est aussi beaucoup dans l'amour, je pense, dans la communion avec autrui. Teilhard de Chardin parle aussi du risque de l'isolement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Teilhard, il dit constamment il dira même que le mal, c'est le moment où on se retrouve enfermé en soi et qu'on fait de soi le centre de l'univers. Alors que, certes, j'ai le centre, je suis relié au centre. C'est un moment nécessaire chez Jung, l'isolement et la solitude. C'est une des étapes de l'individuation. Après, il doit y avoir ramification et synergie entre les êtres. Ça, c'est très aussi Teilhard de Chardin. Bien sûr. Donc, écoutez, jeunes gens, on vous remercie. Donc, il y a plein de vigueur en cette jeunesse, on en est ravis. La quête est en bonne voie. La transcendance aussi, elle est là, elle s'incarne à travers vous. On sera ravis de vous accueillir donc dans quelques jours maintenant, donc les 4, 5 et 6 juillet, au château Le Quinor. Avec grand plaisir. Très hâte de vous revoir. De même. C'est partagé.